Le 4 juin 1999, Marco Pantani gagne à Madonna di Campiglio. Il possède 5 minutes 38 secondes d'avance à seulement 2 étapes de Milan. Le lendemain matin, une prise de sang mesure son hématocrite autour de 52%. Pantani est sorti de la course. Je suis déjà revenu après 2 accidents graves, mais là je ne suis pas sûr d'avoir la force de surmonter cette situation. Je suis très abattu. Pour le moment, j'ai besoin d'un peu de respect. Je veux remercier les tifosi, mais mon grand regret, c'est que le cyclisme est une fois de plus touché de plein fouet. Mais le contrôle qui vient de l'éliminer ne détecte pas directement le PO. Alors, qu'est-ce que 52% prouvait vraiment? Pour comprendre, il faut comprendre ce chiffre, 50%. À la fin des années 90, le PO est devenu l'un des grands problèmes du cyclisme. Elle permet notamment d'augmenter le nombre de globules rouges et donc la capacité du sang à transporter de l'oxygène. Mais à cette époque, l'UCI ne dispose pas encore d'un test permettant d'identifier directement et de manière fiable le PO utilisé par un coureur. Elle utilise donc un autre indicateur, l'hématocrite. En gros, la proportion du sang occupé par les globules rouges. Et l'UCI fixe une limite à 50%. Au-dessus, le coureur n'est pas officiellement déclaré positif à l'EPO. Il est déclaré inapte à courir pendant 15 jours. Pour Pantani, autour de 52%, le règlement suffit donc. Il ne peut pas prendre le départ. Et puisqu'il ne reste que 2 étapes, son Giro est terminé. C'est seulement là qu'on mesure ce qui vient de lui arriver. Pantani, le leader du Tour d'Italie, a été exclu de la course ce matin après une analyse sanguine suspecte. Ses coéquipiers ont décidé d'abandonner le Giro par solidarité. Il a toujours nié d'avoir pris de l'EPO. Il n'a pas été contrôlé positif à une substance, c'est un taux. Et donc il estimait que le contrôle a été truqué en quelque sorte. Non sono mai stato trovato con nessuna sostanza in corpo. La veille, il contrôlait la course. Le lendemain, il est enfermé dans sa chambre d'hôtel. Dans la colère, il frappe un miroir et se blesse à la main. Lorsqu'il finit par apparaître devant les journalistes, Pantani dit être désorienté. Et surtout, il répète que ce qu'il vient de se passer est très étrange. Quelques heures plus tard, il va obtenir un chiffre qui semble lui donner une raison de le penser. À Imola, son sang est analysé de nouveau. Cette fois, son hématocrite est autour de 48%, sous la limite. Quelques jours plus tard, lorsqu'il prend la parole, Pantani s'appuie précisément sur ce résultat. Il dit avoir la conscience tranquille. Et il demande comment son sang peut être autour de 52% le matin, puis autour de 48% quelques heures plus tard. Hai una grande rabbia in corpo. Ma rabbia e frustrazione, vergogna sono diverse sensazioni che ho dentro. Il fatto che avevo vinto un Giro d'Italia, credo in maniera impeccabile, e dopo tanto lavoro trovarsi di fronte a un verdetto di questo tipo sicuramente è una lavata di testa e ci si trova di fronte a un muro che ti crolla addosso, un qualcosa che ti colpisce nel morale, nell'anima, quindi sicuramente un momento non facile che non è gli incidenti paragonabili agli incidenti, ma sicuramente a livello morale credo che questa volta si parte da molto più in basso, in un giorno dove sapevamo quasi con certezza che questi controlli sarebbero stati fatti. À ce moment-là, c'est son argument. Pas une preuve scientifique que le premier contrôle était faux, parce que le résultat d'Imola ne change rien au règlement. Le prélèvement qui comptait pour le Giro était celui de Campiglio, et les 48% d'Imola ne font pas disparaître rétroactivement les 52% du matin. Mais pour le spectateur, une question devient maintenant évidente. Est-ce que le 52% de Campiglio tient réellement? Et c'est là que l'affaire se complique, parce qu'une nouvelle analyse judiciaire est réalisée sur le prélèvement de Campiglio. Et elle retrouve elle aussi une hématocrite supérieure à 52%. Donc le 48% d'Imola ne suffit pas à dire que le premier résultat était faux. D'autant que plus tard, certains experts
considère que d'autres paramètres du prélèvement sont compatibles avec une simulation de la production de globules rouges. Autrement dit, le contrôle de Campiglio ne prouve toujours pas directement la prise d'EPO. Pantani a déjà été contrôlé à 2 reprises dans ce Giro et les résultats étaient tout à fait normaux. C'est en tout cas ce qu'ont prouvé les documents de l'UCI. Mon explication est que ces coureurs vivent en altitude depuis plusieurs jours. Alors, à mon avis, c'est aussi un problème de déshydratation partielle. Mais on ne peut pas non plus simplement l'écarter. Et pourtant, les différences entre les deux sites, Campiglio et Imola, vont pousser certains experts à envisager une autre possibilité. Parmi eux, le professeur Massimo Locatelli. Il explique qu'en modifiant la proportion entre le plasma et les cellules dans une provette, on peut techniquement faire monter l'hématocrite tout en faisant baisser le nombre de plaquettes. Un profil qui peut ressembler aux différences observées entre Campiglio et Imola. À ce moment-là apparaît dans le dossier une possibilité technique, celle d'un prélèvement modifié. Mais Locatelli précise immédiatement, il n'a aucune preuve qu'une manipulation ait réellement eu lieu. Et c'est ici que l'enquête change complètement de terrain. Jusqu'à présent, on regardait ce que contenait le sang de Pantani. À partir de maintenant, il faut regarder comment ce sang a été prélevé, identifié et analysé. La procédure mise en place pour ces contrôles devait notamment garantir l'anonymat des échantillons. L'idée est simple, une personne qui manipule ou analyse une provette ne doit pas pouvoir facilement savoir à quel coureur elle appartient. Or, le prélèvement attribué à Pantani porte le numéro 11440. Et lorsque la commission parlementaire antimafia réexamine le dossier, elle révèle que ce numéro a été apposé devant les personnes présentes lors du prélèvement. Pour la commission, l'anonymat prévu par le protocole n'était donc plus garanti. According to the Forley investigation, police also obtained a phone intercept of a Camorra member that they say supported the central claim. And they reported being told by senior figures in the Naples underworld that medical staff at the test in Madonna di Campiglio had been bribed. The technical method they described involved a procedure called deplasmation, a way of removing plasma from a sample to artificially raise the hematocrit reading. Puis, il y a l'heure du prélèvement. Dans le jugement du tribunal de Trente, elle avait été fixée à 8h50 sur la base de l'expertise utilisée dans cette procédure. Mais des investigations menées plus tard à Forlì retrouvent les procès-verbaux de l'UCI. Et ces documents indiquent que Pantani s'est présenté à 7h35 et que son sang a été prélevé à 7h46. Plus d'1 heure de différence. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'une des raisons utilisées à Trente pour écarter certaines hypothèses de manipulation était précisément qu'il n'y aurait pas eu assez de temps entre le prélèvement et l'analyse. Avec 7h46 au lieu de 8h50, cette chronologie change. Ça ne démontre toujours pas que quelqu'un a touché au sang de Pantani, mais plus de 20 ans après son exclusion, sa contestation n'est plus seulement confrontée à un chiffre. Il existe désormais des irrégularités documentées dans la procédure qui a produit ce chiffre. Le 52% était suffisant pour l'exclure. Les analyses empêchent de le balayer comme une simple lecture isolée, mais la procédure qui l'entoure n'apparaît plus aussi incontestable. Reste alors la question la plus grave. Est-ce que quelqu'un a réellement profité de ces failles ? C'est ici qu'apparaît la piste des paris clandestins. Renato Vallanzasca racontera qu'en prison, avant l'exclusion de Pantani, quelqu'un lui aurait conseillé de ne pas miser sur sa victoire au Giro. Vallanzasca is one of the most notorious criminals in modern Italian history, a bank robber and convicted murderer serving multiple life sentences. He is not a source you would normally build a case on, but in a 2004 book and then again on Italian television in 2014, Vallanzasca told the same story. He said that while he was in prison in Milan in May of 1999, another inmate gave him a piece of advice. The inmate told him to bet his life savings against Pantani winning the Giro, to bet on a rival, because the defending champion, he was told, would not finish the race. D'autres témoignages conduiront également les enquêteurs vers des milieux liés à la criminalité organisée. L'hypothèse est qu'une victoire devenue très probable pour Pantani aurait pu représenter un problème financier
pour certains circuits de paris clandestins. Prosecutors in the city of Forli, near Pantani's hometown, opened a serious investigation. Their working theory was that the Camorra had been running an enormous illegal betting operation on the Giro that year, and that the operation had gone wrong. Too much money had been bet on Pantani's rivals. If Pantani won, the clan running the book would lose so much money that it would face collapse. Cette piste est examinée par la justice, puis par la commission parlementaire anti-mafia. Pas un tribunal, et donc pas une juridiction capable de déclarer judiciairement que quelqu'un a truqué le contrôle. Dans son travail, elle considère néanmoins l'hypothèse d'une manipulation comme plausible. Mais cette phrase doit être prise exactement pour ce qu'elle est, plausible, pas démontrée. À ce stade, les raisons de questionner le contrôle se sont accumulées. Imola, les autres paramètres sanguins, la possibilité technique évoquée par Locatelli, l'anonymat, l'heure du prélèvement, puis les témoignages autour des paris. Mais aucune de ces pièces ne suffit encore à affirmer. Le prélèvement de Pantani a été truqué. Et c'est là que se trouve le véritable problème de cette affaire. Plus on enquête sur le contrôle qui a éliminé Pantani, plus on trouve de raisons de le questionner. Mais plus de raisons de douter ne signifie pas plus de preuves. En 2026, presque 27 ans après Madonna di Campiglio, l'enquête de Trente sur la piste liée à la criminalité organisée au paris arrive à son terme. Plus de 70 personnes ont été entendues. Les enquêteurs ont repris les témoignages, les conditions du contrôle et les différentes pistes accumulées autour de Campiglio. The morning test was, by any honest reading of the rules at the time, irregular. The numbers from before and after do not line up cleanly with the morning result. The financial motive, if the betting allegations are true, is real and significant. And serious Italian institutions, prosecutors, police, and the Anti-Mafia Commission of the Italian Parliament itself have all taken the question seriously enough to investigate it. That is not nothing. En mai, le parquet demande l'archivage, puis le juge l'ordonne. Dans son décret, il reprend notamment deux difficultés, le temps écoulé depuis les faits et les nombreux « je ne me souviens pas de certains témoins ». Surtout, sa conclusion est claire. Les éléments acquis ne sont pas suffisants pour soutenir l'accusation. L'enquête est donc archivée. Ce classement ne démontre pas que le prélèvement n'a jamais été manipulé, mais il ferme la dernière enquête sans que les soupçons aient pu devenir une preuve judiciaire. Alors, revenons au matin du 5 juin. Ce 52% prouvait une chose très précise. Selon les règles de l'UCI, Pantani dépassait le seuil qui permettait de le déclarer inapte à courir. Cela suffisait pour le sortir du Giro. Mais ce chiffre ne constituait pas, à lui seul, une preuve directe de prise d'EPO. Et après tout ce qui a été découvert depuis, 3 limites restent impossibles à franchir. Pas la preuve qu'il avait pris de l'EPO ce matin-là, pas la preuve que le contrôle était faux, et pas la preuve qu'on l'avait piégé.